Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce lundi 13 octobre. Le nouveau statut du magistrat sera promulgué avant la fin de l'année, annonce le président de la République lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026. Nous reviendrons sur les moments forts de son intervention dans cette édition. Dans l'actualité internationale, les présidents égyptiens et américains co-présideront aujourd'hui à Sharm el-Sheikh le sommet pour la paix dans la bande de Gaza, en présence de dirigeants de plus de 20 pays. Et c'est une journée de deuil pour les Palestiniens après l'assassinat du journaliste Salah al-Jafraoui. Pendant 2 ans, il avait documenté sans relâche l'ampleur du génocide perpétré dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, l'échange des prisonniers a débuté ce matin. La scène politique française se transforme en champ de manœuvre pendant que Sébastien Lecornu se prépare à faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée demain après-midi. Son gouvernement est sur la sellette et risque une motion de censure ce lundi. Nous vous emmènerons dans cette édition au cœur de la Casbah d'Alger à la découverte de fontaines qui racontent l'histoire et rythment la vie de ce quartier emblématique de la capitale. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Consolider l'état de droit, renforcer les acquis en matière de droits de l'homme et adapter la justice aux mutations technologiques et socio-économiques du pays sont les maîtres mots du président de la République qui a présidé hier l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2025-2026. Le chef de l'État a également annoncé la promulgation du nouveau statut de la magistrature avant la fin de l'année en cours. La synthèse de Badia Amarni. Cette tradition annuelle qui incarne la primauté de la loi et l'indépendance du pouvoir judiciaire est placée sous le signe de la consécration de l'état de droit, du renforcement de la crédibilité du système judiciaire et de la consolidation de sa place au sein de la société. C'est une occasion qui s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés pour la réforme du système judiciaire en vue de garantir une justice véritable, équitable et intègre. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a justement affirmé que dans le cadre des efforts soutenus visant à bâtir une économie libre et équilibrée, il devient nécessaire de réorganiser la relation entre la liberté d'entreprendre et le contrôle des fonds publics. Le président de la République a insisté sur le fait que la conjoncture actuelle exige une nouvelle vision capable de valoriser l'investissement et de consacrer la justice économique tout en distinguant clairement entre ce qui relève du domaine commercial et ce qui relève du pénal. في إطار إنشاء اقتصاد حر، اقتصاد مدر للثروة ولمناصب الشغل لأبنائنا المتخرجين وغيرهم. إذن الشيء اللي نأسف عليه هو أن القطاع الاقتصادي حر بنسبة 85% فما أكثر ربما، ولكن التمويل عمومي. وهذا اللي يخلي القاضي ومصالح الأمن دائما تتدخل في كل عملية ولو في قطاع حر، ولكن ما دام المال مال الدولة لازم الرقابة نتاعو. إذا لازم نصيب صيغ اللي تخلي الأمور التجارية تبقى تجارية والجنح والجنايات تبقى جنح وجنايات. صعب يعني تحديد أمور بينهما، ولكن لازم نسعى إلى اجتهاد، لازم نكثف هذه المحاكم هذه. Le président de la République a souligné que le véritable défi réside dans la rapidité d'application des procédures judiciaires et leur exécution sur le terrain. Pour réussir ce processus, il a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des forces de sécurité et de généraliser les moyens de paiement électronique pour faciliter le recouvrement des amendes et alléger la charge pesant sur l'État et la justice. Le président de la République a également mis l'accent sur la nécessité de prendre en charge les fonctionnaires du secteur de la justice et de poursuivre les efforts visant à moraliser l'action judiciaire et à la promouvoir en termes de qualité et d'efficacité. Abdelmajid Tebboune a ajouté que le statut de la magistrature sera promulgué avant la fin de l'année en cours. أعدكم في النهاية أني سأفرج عن القانون الأساسي للقضاة قبل نهاية السنة.
Le président de la République a affirmé que la révision en profondeur de l'arsenal juridique national vise à consacrer les droits et libertés des citoyens et à renforcer les acquis des droits de l'homme qui sont indissociables. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, prend part au Cap, en Afrique du Sud, aux travaux de la réunion du groupe de travail du G20 sur la réduction des risques de catastrophe. Placé sous le thème « Résilience pour tous, réduire les risques de catastrophe par la solidarité, l'égalité et la durabilité », il s'agit de la première participation de l'Algérie aux travaux de ce groupe en sa qualité de pays invité. Dans l'actualité internationale, les présidents égyptiens Abdel Fattah el-Sisi et américain Donald Trump co-présideront aujourd'hui à Sharm el-Sheikh le sommet pour la paix dans la bande de Gaza en présence de dirigeants de plus de 20 pays. Et c'est une journée de deuil dans la bande de Gaza. Les Palestiniens pleurent le journaliste Salah el-Jafraoui, tué hier au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu dans l'enclave. Pendant 2 ans, il avait documenté sans relâche l'ampleur du génocide perpétré contre les Palestiniens. Sa mort s'ajoute à une série de violations constatées lors de tous les cessez-le-feu proclamés par l'entité sioniste. Yannis Saïd Belkacem. C'est le souffle d'un immense soulagement à Gaza. Le cessez-le-feu est entré en vigueur. Mais l'euphorie retombe. Pour Salah el-Jafraoui, on le retrouve là, non plus sur le terrain, mais au cœur même du désastre qu'il raconte. 2 ans de guerre, 2 ans de vérité, où Salah el-Jafraoui a documenté l'indicible. Il a défié la peur, frôlé la mort, pour que le monde voie le génocide commis par l'entité sioniste. فقدنا خلالهما أكثر من 67 ألف شهيد وأكثر من 120 ألف إصابة ناهيكم عن من زال تحت الأنقاض. Mais le risque l'a rattrapé au sud de Gaza, dans le quartier d'El Sabra. Selon des témoins, il aurait été enlevé puis exécuté par un groupe armé qui menait des opérations ciblées. Quelques heures avant sa mort, il parlait encore d'espoir pour Gaza. Aujourd'hui, Salah el-Jafraoui a rejoint le cortège des témoins tombés depuis le début du génocide, ceux qui ont donné leur vie pour éclairer le monde. Sa caméra s'est tue, mais sa voix restera. Les premières phases du plan Trump ce matin débutaient l'échange des prisonniers. 7 prisonniers sionistes ont déjà été remis à la Croix-Rouge avant d'être transférés à l'occupant sioniste. Pendant ce temps, en Cisjordanie, les Palestiniens se préparent à accueillir les familles palestiniennes libérées. Yannis Saïd Belkacem. C'est un moment rare et historique à la prison de Aoufar. 1666 prisonniers palestiniens, seuls 1700 seront libérés aujourd'hui, dont 250 qui étaient condamnés à de lourdes peines. التي تتم فيها عملية التسليم الآن عملية التسليم سيصلون خلال ساعات قليلة إلى هذا المكان وهناك أجواء احتفالية كبيرة. Dans les rues de Beit Tounia et Ramallah, l'émotion est palpable. ينشدون باسم الوطن. Ce geste demeure minime car le nombre de détenus dans les prisons sionistes dépasse les 11 000, souffrant de conditions catastrophiques, notamment la torture, la famine et la négligence médicale systématique qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes en captivité. Pour sa part, le mouvement de résistance Hamas a respecté le plan, puisque de l'autre côté du mur, 48 prisonniers de guerre sionistes ont été libérés, dont 28 tués par les bombardements sionistes. Aujourd'hui, la Palestine célèbre le retour de ses enfants, des hommes et femmes qui ont surmonté les pires exactions. Leur liberté, même partielle, c'est celle de tout un peuple.
هذه الأجواء السعيدة الكل يؤكد بأن مصير الأسرى الفلسطينيين هم التحرير والنصر مهما كانت التحديات. Toujours à l'étranger, à l'heure où Sébastien Lecornu tente de bâtir un gouvernement capable de résister à une opposition fragmentée, la scène politique française se transforme en champ de manœuvre entre compromis fragiles, tensions partisanes et climat social sous tension. Sébastien Lecornu se prépare à faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée demain après-midi. Son gouvernement est sur la sellette. Il risque une motion de censure ce lundi. Plus de détails avec Afaf Belrouchette. C'est un gouvernement flambant neuf, mais déjà sous perfusion politique. Dimanche soir, 22h, Sébastien Lecornu a dévoilé la composition de son deuxième gouvernement en une semaine, après l'échec express du premier, tombé en 15 heures sous le feu croisé des partis. 34 ministres, un mélange d'élus et de figures issues de la société civile, le retour affiché à l'esprit de 2017, dit-on, dans les arcades du pouvoir. Mais dans les faits, c'est une opération de survie pour un Premier ministre déjà menacé de censure avant même son premier conseil des ministres. Sur les bancs de l'opposition, on parle d'un gouvernement de transition vers la censure. Nous ne sommes pas élus pour nous entendre. Nous sommes élus pour appliquer ce que nos électeurs nous ont demandé de faire. Eh bien, je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans. En effet, le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà déposé ce matin une motion commune. Les écologistes, eux, s'étonnent d'un gouvernement technique sans souffle vert quand la planète, elle, continue de brûler. Quant aux socialistes, ils observent et laissent planer le doute, mais posent leurs conditions. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement. La question n'est pas de savoir n'est pas de savoir qui est ministre. La question, c'est pourquoi faire. En quoi ce gouvernement peut apporter des réponses concrètes aux Français. C'est là-dessus que les socialistes jugeront. Et donc, nous avons, au mois d'août dernier, proposé un budget pour la France qui était beaucoup plus favorable aux Français et à son économie. Le président a fait le choix de nommer quelqu'un de sa famille politique à nouveau. Et donc, nous disons, maintenant, nous allons attendre les propositions du Premier ministre Lecornu. Et si elles répondent, elles vont dans le bon sens. Et si on peut avoir un vrai débat au Parlement pour à la fois le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale, nous verrons à ce moment-là. Mais à ce stade, nous sommes dans l'attente des annonces du Premier ministre. Réformer la retraite, c'est non pour les Républicains. Une fermeté qui cache mal l'état de la droite qui se débat dans ses propres décombres. Après le psychodrame qui a coûté la tête au précédent gouvernement, le duel Retailleau-Wauquiez a laissé des traces. 6 membres des Républicains ont accepté de rejoindre Lecornu. 6 ont été exclus dans l'heure. Bruno Retailleau parle de trahison et accuse Lecornu de débauchage organisé. Résultat, une droite fracturée, écartelée entre fidélité au parti et tentation du pouvoir. Et pour ne rien arranger, le patron des LR, Bruno Retailleau, perd 7 points dans les sondages en une semaine, une chute libre qui illustre le désarroi d'un camp sans cap. Mardi, Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration politique générale devant l'Assemblée nationale française. L'enjeu, maintenir à flot une majorité éclatée, composée de fidèles macronistes et de centristes d'horizon, de quelques modems et désormais de ces transfuges LR. En apparence, Lecornu relance la machine. En réalité, il gagne du temps sur une ligne de crête entre technocratie et politique, fidélité et fracture, réforme et survie. Il a promis de rassembler, il devra d'abord résister. Et au Sahara occidental, les violations du droit international et des droits légitimes du peuple sahraoui par l'occupant marocain se poursuivent. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a dénoncé la tenue d'un forum économique franco-marocain à Dakhla occupé, organisé conjointement par le mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Dans un communiqué, le collectif a qualifié cette initiative de provocation flagrante et de violation manifeste du droit international. Et justement, ce forum économique organisé par l'occupant marocain vise à promouvoir les investissements dans les territoires sahraouis occupés, une démarche largement dénoncée par la communauté internationale et les défenseurs de la cause sahraoui. Maïchbout. Le changement de cap opéré par Paris au sujet de la question sahraoui est clairement dicté par la préservation de ses intérêts économiques dans la dernière colonie d'Afrique. En effet, à la faveur du soutien officiel de Paris au plan d'autonomie marocain, les opérateurs économiques français multiplient les investissements dans les territoires occupés de Dakhla, foulant aux pieds la légalité internationale. Cette présence économique française traduit surtout une stratégie d'influence dans une zone riche en ressources naturelles. Des investissements qui permettent aux Merzen de garder une mainmise sur la région.
En optant pour une diplomatie économique intéressée, la France légitime de facto l'occupation marocaine des territoires du Sahara occidental et bafoue ainsi le droit international qui plaide, pourtant pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. À Dakhla, dans le sud du Sahara occidental, les Sahraouis affichent une détermination sans faille face à la présence d'entreprises françaises sur leur territoire et revendiquent leur droit à disposer librement de leurs richesses naturelles. Et toujours concernant l'occupation marocaine au Sahara occidental, des militants des droits de l'homme en Espagne fustigent les pratiques du Marzen et dénoncent le pillage systématique des richesses du peuple sahraoui, soulignant l'injustice persistante qu'ils subissent. Anis Chir. Des militants sahraouis se sont rassemblés en Catalogne, en Espagne, pour commémorer le 50e anniversaire de l'unité nationale du Sahara occidental. L'occasion de renouveler leur soutien inconditionnel au peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour l'autodétermination. Je suis né au Venezuela, mais je me considère comme un enfant du peuple sahraoui, et ce depuis 1975. Lorsqu'ils ont dû fuir la répression marocaine. Cela fait plus de 25 ans que je les soutiens et je continue de le faire. Les participants à cette rencontre ont, par ailleurs, vivement critiqué l'accord entre l'Union européenne et l'occupant marocain permettant l'exploitation des ressources sahraouies. Cet accord nuit gravement aux agriculteurs espagnols, dont les produits vont être victimes d'une concurrence déloyale de produits provenant de territoires occupés illégalement. Il n'y a personne en Espagne qui veuille manger des tomates provenant de territoires occupés illégalement, comme la dictature marocaine occupant le Sahara occidental. Mobilisés, les militants sahraouis sont plus que jamais déterminés à lutter pour leur droit à l'autodétermination et à jouir de leurs richesses, exploitées indûment par l'occupant marocain. Et c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que la Direction générale de la communication de la présidence a reçu la triste nouvelle du décès du doyen de la presse algérienne Boubacar Hamidchi. Le défunt a laissé une empreinte notable dans le milieu et ce, depuis l'indépendance de l'Algérie. Il s'est distingué par sa probité, son abnégation et ses visions. Suite à cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la communication présente ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt et à toute la famille médiatique, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. La ville de Tizi Ouzou s'apprête à accueillir le match de la sélection algérienne de football face à l'Ouganda, prévu demain au stade Hossein Ait Ahmed pour le compte de la 10e et dernière journée des qualifications au Mondial 2026. Un programme culturel et festif est prévu. Les supporters sont nombreux à avoir répondu présent pour soutenir l'équipe nationale. Et pour plus de détails, nous retrouvons sur place à Tizi Ouzou notre envoyé spécial Meissa El Bouhla. Meissa, bonjour. Comment est l'ambiance sur place ? Bonjour Yasmine, nous sommes actuellement dans la ville de Tizi Ouzou, plus exactement au niveau de l'hôpital Ndir Mohamed. L'équipe nationale algérienne vient d'effectuer une visite au service pédiatrique, comme je vous le disais. Un beau geste de solidarité qui touche énormément ces petits-enfants, mais qui touche aussi les adultes et qui touche également les adultes qui s'apprêtent à célébrer le dernier match qualificatif de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra pour rappel demain à partir de 17h au stade Hossein Ait Ahmed. À l'occasion, aujourd'hui, la ville de Tizi Ouzou va célébrer comme il se doit cet événement. Plusieurs activités seront prévues durant la journée. On espère pouvoir vous alimenter avec plus d'informations et plus de détails lors des prochains JT. Merci à vous, Meissa, pour tous ces détails.
Dernière halte dans cette édition, direction les hauteurs d'Alger, la Casbah, dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la citadelle et où les fontaines, témoins d'un savoir-faire ancestral, sont alimentées par un système hydrique ingénieux et parfaitement pensé. Et elle nous raconte encore des histoires rapportées par Yannis Saïd Belkacem dans ce reportage. Regardez. Ce geste ancré dans la vie de la Casbah est un fil qui relie les générations. Sous son arche délicate, les carreaux de Zellij, bleu, jaune, blanc, racontent les influences andalouses et ottomanes. Bien plus qu'un décor et ornement, c'est la force d'un savoir-faire, d'une mémoire gravée dans la pierre. Autrefois, Birchbana veillait sur les fontaines, d'où le nom Birchbana, et protégeait cette source de vie avec une rigueur redoutable. لي فونتين كانوا يتكونترولو من عند واحد اسمه بن شبان على بها هاد لا فونتين اسمها بير شبانه ولا بن شبان الوغ لا بيرسون هادي كانت تعاقبنا كل الواحد يضيع الماء ولا يكسر لي فونتين واللي بونيشمون اللي كانوا يديرهم في هذاك الوقت كانوا يقطعوا له يدو ولا راسو باسكو الماء كان لو دو سورس. Alger, bien avant d'autres, maîtrisait l'art de l'eau. Au XVIe siècle, plus de 175 fontaines faisaient vivre la Casbah, témoin d'un âge d'or. C'est l'une des fontaines qui se trouvait à Médina d'Alger, dans chaque intersection de Médina d'Alger, qui n'ont pas été rasées. C'est l'une des fontaines qui sont toujours, où là c'est le témoignage de la vie dans cette Médina-là, d'accord. Et c'était, on va dire, c'était le point de rencontre et le lieu de rencontre là. Aujourd'hui, tout semble figé. La fontaine veille, silencieuse, patiente, gardienne d'une mémoire, celle d'une ville, d'un savoir et d'un temps où l'eau faisait battre le cœur d'Alger. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.